Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, c'est la deuxième partie de l'interview d'Emeline Siron qui fait partie donc de ce nouveau concept que je souhaite lancer qui est parcours d'investisseur. Donc ça va être vraiment une sous-série du podcast que je vais mettre en hors-série ou en inédit et dont le principe consiste en fait à expliquer le parcours de quelqu'un qui est devenu libre financièrement ou qui est un parcours d'investisseur suffisamment dense et intéressant pour pouvoir le partager. L'intérêt est bien sûr que vous puissiez vous inspirer et piocher les bonnes idées qui vous paraissent adaptées à vous pour atteindre vos objectifs. Donc dans ce deuxième épisode avec Emeline, on va se concentrer du coup sur comment elle s'est structurée juridiquement, comment elle a exploité ses biens, comment elle gère ses biens, parce qu'avoir 50 locataires, c'est pas simple, il faut une certaine organisation. Est-ce qu'elle délègue en agence ou non? Est-ce qu'elle gère elle? Comment elle s'est structurée? Comment elle s'organise? Et on va même parler en fin d'épisode, on va s'élargir un peu, voir quel est son patrimoine un peu plus global, comment elle investit en bourse, comment elle investit en crypto, et elle va nous partager un petit peu ses convictions et comment elle fonctionne. Je te laisse avec la deuxième partie de l'épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Et rebonjour Emeline, re-bienvenue dans le podcast et dans la deuxième partie de cette interview. Du coup, première fois que je fais ça, mais voilà, j'ai voulu couper l'épisode en deux parce que il y a encore pas mal de choses à se dire et je te propose qu'on redémarre en reparlant un petit peu de comment toi tu gères tous ces biens, parce qu'aujourd'hui tu as un parc immobilier qui commence à être assez conséquent. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire le nombre de lots? Je sais pas si tu me l'avais dit dans le premier épisode. Alors je compte pas forcément en nombre de lots puisque une colocation, moi avec 8 colocataires dedans, en réalité au nom de la loi c'est un lot. Tu vois, c'est Ouais, une bien sûr. parcelle cadastrale pour moi, mais ça comprend quand même 8 personnes et surtout 8 entrées d'argent. Donc Et tout ça, 8 personnes à gérer aussi, potentiellement. effectivement. Donc j'ai à l'heure actuelle 12 à studio et j'ai honnêtement je Tu rentres dans la problématique de l'investisseur qui a tellement de lots qu'il ne se rappelle même plus combien il en a. j'ai un immeuble de 8, une coloc de 7, une coloc de 5, une coloc de 6, un immeuble de 4, une coloc de 8, et j'ai 2 apparts en Île-de-France et chacun c'est des colocs de 3. Voilà. Bon, ça y est, tu m'as perdu. Bon, on va dire entre 30 et 40. Ouais, je sais que tu as une cinquantaine de locataires, Ouais, c'est ça. mais on va dire une vingtaine de lots, 20 Ouais, à peu près. Allez. en gros, il y a une dizaine de biens. Ok. Et du coup, comment tu gères? Est-ce que c'est toi seul qui gères? Est-ce que tu délègues? Comment tu fonctionnes? Alors, moi, je gère le passage de l'annonce. Je mets l'annonce en ligne. Donc, je vais la mettre soit sur le Bon Coin, Se Loger. J'utilise pas mal Studapart aussi, c'est vraiment top. Comme moi, j'ai une clientèle aussi pas mal étudiante, donc ça marche plus. Pour les colocs ou pour juste les appart étudiants seuls? Les deux, les deux. Studapart, ça marche vraiment pour les deux. Également, la carte des colocs, ça marche un petit peu aussi. Euh, Ensuite, j'ai une personne, moi, sur place qui s'occupe des ménages. Donc, dans les colocations un peu plus standing, je fais passer une femme de ménage toutes les semaines. Celle où il y a un peu moins de standing, je vais passer 1 à 2 fois par mois. C'est plutôt pour que je garde un œil sur la coloc si tout est OK et s'il n'y a pas des choses à remplacer. Et pour le côté immeuble, je fais juste du passage dans les parties communes. Et en fait, cette personne-là me gère les entrées, les sorties et les visites. Voilà. Et donc, Donc la personne qui fait le ménage fait aussi ça? Ou c'est une autre personne? non, c'est la personne qui fait le ménage qui fait tout ça. En gros, moi, je l'ai formé, je lui ai expliqué comment on faisait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai eu parfois des commentaires de personnes qui me disaient: «Oui, mais c'est une personne qui fait le ménage».
enfin, pourquoi tu lui expliques ça? C'est bizarre. Mais en fait, non, une personne qui fait le ménage, elle a aussi envie d'apprendre et de faire d'autres choses et de gagner peut-être mieux sa vie, hein. Et donc, moi, je lui ai expliqué par rapport à son taux horaire, en plus, c'est génial, hein. 1 heure de ménage ou 1 heure d'état des lieux, c'est quand même pas la même pénibilité de travail. Donc, ça lui rajoute du chiffre d'affaires, tout le monde est content. Et donc, je lui ai expliqué. Et au début, elle était pas forcément trop à l'aise. Bon, faut parler avec les gens. Et puis, au fur et à mesure, ça a matché super bien. Et en fait, donc elle me fait voilà les entrées, les sorties, les visites à chaque fois. Donc moi, dès que quelqu'un qui est intéressé, bah, je filtre avant sur l'annonce qu'il me fasse un peu un check complet et je leur demande un dossier. Et ensuite, hop, je bascule la visite pour elle qui prend le relais. Si c'est validé et que le profil est bon, eh bien, alors je fais aussi une chose, c'est que je fais un maximum de vidéos pour éviter les visites. Heu, Comme ça me permet bah, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être à distance ou autres et qui visitent pas quand même et c'est quand même bien pratique. Donc si vous avez une vidéo quand vous rentrez dans la maison, que vous montrez un peu tout comment ça se passe, bah, les gens Ils ils se imaginent projettent. voilà, ça ressemble à ça quoi, ça ressemble pas, à une catastrophe. Et donc ensuite moi je fais les documents, hein, les baux, caution, basta, ça me prend pas énormément de temps avec l'habitude, ça se fait rapidement. C'est signé en totalité à distance. Ensuite, il y a un état des lieux qui est fait, du coup avec pareil la personne qui bosse pour moi. Et ensuite, moi j'utilise le service de facturation qui s'appelle QuickBooks. Donc QuickBooks c'est vraiment top. C'est un logiciel qui est relié à mon compte bancaire. Donc pour chaque société, hein, j'ai des comptes différents. Et à chaque fois, je fais la facturation mensuelle qui en plus peut se faire en automatique. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Ça s'envoie tout seul. C'est relié à mon compte bancaire, donc à chaque fois qu'il y a une dépense que je fais, moi je prends en photo et je vais relier la dépense, mon ticket de caisse avec la dépense. Du coup, après, bah, pour faire la comptabilité, c'est quand même plus simple. Surtout que quand on a une société, ça va. Quand on en a 4, 5, 6, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut le faire en direct pour les tickets de caisse, hein. Et dès que j'ai une entrée qui arrive, moi, ça va directement relier l'entrée de loyer à la vente, ma facture, en fait. Donc, ça me permet de voir en direct bah, qui n'a payé, qui n'a pas payé, et de faire des relances. Via le logiciel, c'est quand même plutôt simple. Puis je peux faire des petites extractions, etc. Donc, je dirais que ça me prend, franchement, ça me prend 25 minutes par mois. Le côté facturation, etc., check, oui, 25 minutes, allez, une demi-heure max. Donc ça, c'est plutôt Quand tu parles de facturation, tu parles bien de réception des loyers? ouais, réception. Bah oui, du coup, je facture les gens. Puisqu'en comptabilité, une entrée, il faut qu'il y ait un justificatif à chaque fois. Donc, tu dois avoir une facture liée à une entrée d'argent. Donc voilà. Euh, Ensuite, pour toutes les petites galères du quotidien, etc., eh bien, j'ai un partenariat en réalité avec euh, des gens qui font les travaux, de la rénovation, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, donc je vous avais parlé, si vous vous rappelez, dans l'ancien épisode, que j'avais une équipe technique, donc qui s'était occupée de mes travaux, etc., et qu'ils géraient absolument toute ma vie. Et donc, bah, le temps a passé, et il s'avère que on n'est pas forcément déjà tous faits pour gérer des sociétés, hein, donc il y a des profils qui sont plus à l'aise que d'autres. Donc là, en l'occurrence, c'était pas forcément quelqu'un qui avait une appétence au management, donc c'est pas évident, hein, surtout dans le bâtiment. Et en plus, bah, malheureusement, il a eu des gros soucis de santé l'été dernier, et donc il a été obligé d'arrêter l'activité. Et bah, je vous cache pas qu'en plus, moi, j'étais en fin de travaux sur donc ça, c'était au mois d'août, un appartement dans le 92 que je récupérais, qui était loué à la rentrée. Et en fait, je suis rentrée de vacances. Et là, je suis arrivée et il y avait pas mal de finitions qui n'étaient pas faites. Et là, je me suis dit, ouh, la cacahuète. Donc, bah, j'ai été acheter mes planches pour faire bah, tous mes rangements, donc une petite scie. J'ai été acheter bah, des, des flûtes, des équerres pour réussir à mettre mes rangements au mur, à faire tout. Moi, j'avais un petit dressing à créer pour le faire aussi. J'étais acheté du joint en silicone parce qu'il y avait des finitions à faire. Voilà, hein, tu prends ton enduit, ta ponceuse et c'est parti. On fait tes finitions. Donc pendant quelques jours, j'étais un peu dans le jus, mais bon, ça m'a ramené un peu au bon vieux temps.
Parce que c'est vrai qu'on prend vite des habitudes et quand vous avez des gens sur qui vous comptez, bah, vous vous reposez facilement dessus. Bah oui, oui. Et oui, et donc là, bah, j'ai remis le nez dedans, mais c'était pas forcément désagréable, c'est juste que j'étais un peu dans le jus pour la reprise, quoi. Et donc, j'ai réussi à finir d'ailleurs cet appartement en temps et en heure, donc j'étais bien contente. Et dans la foulée, en fait, il y a une personne que j'avais prise dans cette fameuse équipe technique un an avant, qui était partie pour monter sa société, avec qui j'ai échangé, et en final qui a repris la main pour toute la rénovation de mon patrimoine, quoi. Donc c'est une personne à qui je fais totalement confiance, qui a toutes mes clés. Moi, j'ai mes clés des 2 appartements qui sont à un quart d'heure de chez moi, en Île-de-France. Sinon, tous les autres, moi, je n'ai aucune clé. Je laisse tout. En gros, il y a une partie des clés qui sont à la personne qui fait ménage, entrée, visite. Enfin, Mhm. Ouais, qui est la même personne. qui est visite. Et l'autre personne du technique. Comme ça, chacun ils sont tous une partie, comme il y a des doubles à chaque fois. Puis alors c'est vrai que les étudiants, je vous avoue que plusieurs fois j'en ai qui oublient les clés, qui vont en boîte enfin, donc au moins bah, on peut leur filer un coup de main. Et voilà comment je m'organise. Ok, mais ça veut dire que du coup, je te prends l'exemple de base, hein, le chiotte qui fuit, ils ont le numéro du service technique ou on t'appelle toi et toi qui redirige? Comment tu Bon, fonctionnes? alors ça c'est au début, quand t'as pas compris comment ça marche. Et comment ça marche? Tu achètes une petite plastifieuse, ok, genre chez Lidl ou un truc comme ça, même sur Amazon. Tu imprimes le numéro du service technique et également, moi, j'ai pensé à sortir les poubelles tel jour, merci. Euh, Tu les passes à la plastifieuse et tu mets des punaises dans les entrées. En D'accord. fait, Ouais, euh, tu fais une sorte de mini guide d'accueil ou ouais, pour le numéro technique, moi, c'est écrit en cas de galère, enfin de problème, appelez telle personne, tel numéro. Et au moins, ça, c'est un peu la loi du circuit court, hein. Au lieu que ça passe par moi et que je renvoie à cette personne, bah là, ils appellent directement la personne. Moi, je suis tranquille et enfin, il y a de la confiance. Donc, et en plus, comme j'ai pas les clés, moi, j'ai aucun impact là-dessus. J'imagine qu'après, du coup, le gars du service technique t'appelle pour dire combien ça a coûté et compagnie, quoi. Mais il te fait valider, t'as demandé des montants de validation solo, enfin, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, ils disent jusqu'à 100 euros, tu fais tout, et puis au-dessus, enfin, tu fonctionnes comme ça aussi? Ça dépend ce que c'est. Tu aussi obligé de demander de la facturation directe. Par exemple, moi, si c'est un siphon, je prends pas en charge. Si c'est un studio comme ça, bah, ils facturent directement la locataire, hein. Il y a aussi l'entretien habituel. C'est que parfois, et c'est aussi le problème dans la mentalité des jeunes colocataires et autres en ce moment, ils se disent, moi, je pose mes valises dans l'appart et je fais plus rien. Ouais, ouais, et tout est à la charge du propriétaire. Mais en fait, les gars mettent de l'anticalcaire dans un conduit de canalisation, c'est pas moi. Donc il faut aussi leur expliquer qu'ils doivent le faire. Et donc, bah, ça m'est arrivé la semaine dernière, hein, un siphon qui était totalement bouché par le calcaire. Et bien, moi, il l'a changé et il l'a mis au nom de la jeune femme qui a payé la facture. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je dirais que ça dépend un peu de quoi on parle. S'il y a un problème de serrure dans un hall d'immeuble ou autre, je vais potentiellement, ça va dépendre aussi de ce qu'il me dit. Si c'est quelqu'un qui a forcé le truc, bah ça passe en assurance. S'il y a une clé qui a été coincée dedans, j'en sais rien, bah par contre, on va voir avec l'immeuble. Je le fais un peu en bonne intelligence. Tu vois, dans une coloc, s'il y a des spots à changer et que j'en ai pour, je sais pas, allez, 25 euros de spot, je vais pas leur impacter parce que j'aime pas être grippe-sous comme ça. Ouais, ouais, mais surtout, ouais, sur des si petits montants que ça risque plus d'attiser des tensions et du coup d'avoir d'autres impacts beaucoup plus chers que. Ouais. Ce que je fais, je leur fais facturer directement par contre. Et pour ceux qui nous écoutent, dites-vous bien que ça va vous arriver, c'est certain. C'est quand vous avez des nanas qui sont locataires, c'est les problèmes de cheveux qui bouchent les bouches. Elles n'ont pas conscience que, eh bien, il faut retirer les cheveux de la petite grille du bac. Et donc, ben, au Qui est fur et à mesure, particulièrement désagréable à faire, hein, faut pas se le cacher, hein. certes, Il mais faut le en faire. fait, ils ne font pas. Bah, en fait, c'est bouché totalement et l'eau, bah, après, elle remonte. Et moi, ça m'est arrivé dans une coloc, mais j'ai fait intervenir, je sais pas, 5-6 fois quelqu'un.
Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, c'est toujours des cheveux, vous n'êtes pas foutus d'entretenir le truc et retirer le capuchon au-dessus là. Donc, eh bien moi, je vous propose, c'est d'appeler une société spécialisée. Je leur ai dit, donnez le numéro. Elles ont appelé 300 euros le déplacement. Là, je leur ai dit, vous voyez, vous allez payer 300 euros le déplacement pour des cheveux. Donc maintenant, soit vous entretenez et vous allez arrêter de payer des déplacements pour rien, soit vous continuez comme ça, mais par contre, vous vous débrouillez. Moi, je veux pas être impactée, quoi. Donc, voilà. Maintenant, et je t'avoue qu'elle m'appelle, enfin, elle m'appelle moins. Ils entretiennent. C'est toujours l'idée, c'est de trouver un équilibre entre je suis un propriétaire qui répond et qui communique facilement et qui voilà est présent, et en même temps on n'est pas copains et je suis pas ton assistante sociale de comment j'ai une petite fuite sur le robinet et c'est la fin des haricots. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. J'avoue qu'au tout début, quand j'investissais mes premiers biens, ça me gonflait un peu, ça avait tendance un peu à me stresser, hein, c'est ce que je te disais, où je prenais un peu à cœur de temps en temps. Maintenant, bah là, j'ai eu une galère, la dernière en date. Je vous avoue que j'ai quand même été assez tranquille sur tout mon patrimoine. Avec autant de locataires, on peut se dire, moi, premier truc que je me dirais, c'est si tu as autant de locataires, tu dois avoir une échelle de galère qui est aussi conséquente. Bah, pas Et tu dis statistiquement, ouais, forcément, ça augmente le nombre de potentielles galères, quoi. Pas tant que ça, parce qu'en réalité, en 3 ans et demi, bah, j'ai pas été vraiment emmerdée. Là, par contre, j'ai eu une boulette qui m'est tombée dessus, mais du coup, ça peut se concentrer aussi, les boulettes. Mais je dirais que depuis, entre septembre 2022 et décembre 2022, j'ai eu, je sais plus, 7 ou 8 dégâts des eaux. Donc, je les ai quand même accumulés. En plus, c'est une période où il y avait eu pas mal de tempêtes, c'était une catastrophe. Donc, je les ai prises. Les fuites, voilà, la fuite de la douche du premier étage qui déglingue le plafond de l'étage du dessous, enfin, ce genre de truc-là. Après, bah, il faut juste penser, pareil, hein, pour ceux qui nous écoutent, bah, passer en assurance. J'en vois beaucoup trop en coaching qui me racontent leur misère, mais qui n'ont pas appelé l'assurance. Mais en fait, on paye tous les mois pourquoi? Bah non, Ouais, non, c'est clair, la PNO, elle sert à ça, hein. donc il faut bien entendu se renseigner avant sur ce que couvre l'assurance, parce que ça Mhm. peut. Bon, en général, le dégât des eaux, c'est couvert. Eh bien, alors oui, l'assurance va prendre en charge la détection de fuite et les travaux de remise en état. Ouais, par contre, la réparation de fuite, non. Je sais, je La viens de me faire avoir là, c'est le mois dernier. réparation, pas en charge. Et par exemple, si c'est un PER pété, donc une canalisation, hein, c'est une fuite ou autre, ça, ils prennent en charge. Si c'est une fuite de toiture, il y a plein de PNO qui prennent pas en charge. Donc, voilà, il faut quand même checker un peu avant parce que bon, il y a quand même, il y a quand même des petites différences. Et j'ai eu une grosse surprise, c'est en mi-octobre, j'ai dans une petite coloc quelqu'un qui est passé à la mairie pour relever le compteur d'eau. En fait, il rentre dans la coloc et là, il dit attendez, on a un problème, je peux pas relever l'eau parce que il y a de l'eau dans toute la cave. Bon, les locataires déjà qui m'appellent genre 5 jours plus tard, tu te dis bah attends, la cave elle est inondée, enfin, je sais pas, préviens-moi quand même. Bon. Et en fait, il m'envoie une photo, mais il y avait quoi, un mètre 10 d'eau dans la cave. Et je me suis dit oh la galère. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est il y a une fuite d'eau, je vais avoir une facture d'eau monumentale. Euh, donc là, je t'avoue que par contre, je faisais pas la fière et je me suis dit, si tout mon cash flow passe dans la facture d'eau, Ça a piqué un peu, quoi. du coup, et alors bien entendu, il n'y a aucun élément électrique, etc. dans la cave, donc les pompiers se déplacent pas tant qu'il n'y a pas de danger. Hmm. Il fallait vider l'eau aussi, hein. Bah ouais. Donc, mon équipe technique, bah, ils vont louer une pompe, parce qu'en plus, là, c'est une pompe à immersion, etc., parce qu'il y avait un débit énorme. Ils vont louer la pompe. Ils me disent, bah écoute, il y a un sujet, c'est qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Ok, Alors d'où ça vient? d'où vient l'eau? Je sais qu'il y a eu un orage le week-end dernier, mais de là à mettre autant d'eau, j'ai un petit doute quand même. Et là, en fait, j'ai une personne, moi, sur les réseaux est top, hein. J'en profite d'ailleurs pour lui dire, ça s'appelle Mur Humide, comme ça. Et il m'a contacté et en fait, il s'avère que bah là, les travaux se sont finis la semaine dernière. Je me suis retrouvée avec des nappes phréatiques qui sont remontées dans ma Mais cave. non, ah ouais. Ouais.
Comme Alors ça, il fallait le deviner, quoi. ça. Dit ça va tomber sur les autres, mais non, ça tombe aussi sur toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, vous savez, le réchauffement climatique, etc., ça cause plein de soucis. Et en l'occurrence, quand la terre elle est ultra sèche, bah, l'été, et quand on change de période, de saison, et qu'il pleut énormément, eh Ouais, ça a bien, pas le temps d'absorber. non, en fait, ça vient changer le réseau souterrain d'eau. Donc, ben, moi, ça a créé des changements au niveau souterrain, et du coup, ça a fait remonter les nappes phréatiques, et c'était assez violent. C'est des coûts très importants parce qu'on compte moi, il y avait quoi? Allez, je sais pas, 10 mètres carrés de cave? Ouais, à peu près. À peu près. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de hauteur. Bon. On est à plus de 10 000 € hein, de facture pour ce traitement-là. Parce que bah, l'eau, le truc, c'est que c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler. Je ne pouvais pas mettre un mur et mettre d'irrigation dans Ah l'eau. oui, oui, c'est Ça sûr que passe pas, tu vois. elle fait son chemin, ouais. Ils ont creusé 40 centimètres dans la cave pour installer des puisards avec des pompes de relevage, recréer du béton hydrofugé, j'en sais rien. Il y avait 30 000 trucs, 30 000 couches en long, en large, en travers. Voilà, ça a pris 2 semaines et demie de travaux, un boulot monstre, et c'est fait. Mais c'est là où c'est des trucs qu'on peut pas savoir. Non, pour ceux qui me demandent, que je les vois venir, ça ne passe pas en assurance parce que ce n'est pas un événement climatique, et ce n'est pas une catastrophe naturelle non plus. Ce genre de truc-là n'est pas couvert, tout simplement. Alors là, pour le coup, je pense que enfin, c'est vraiment assez atypique, quoi, comme problème. Ça, c'est vraiment le truc qui, enfin, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, quoi. Mais bon. Moi aussi. Je- Après, on va dire que toi, t'as la chance. Alors, bon, là, c'est pas, on est d'accord que c'est pas de la chance, hein, parce qu'évidemment, c'est toi qui as tout construit. Mais on va dire, t'as l'avantage, contrairement à imagine quelqu'un qui a fait son premier bien et que ça lui arrive, tu vois. Ce serait beaucoup plus douloureux Ouais. qu'une personne comme toi qui a un patrimoine maintenant conséquent et qui peut du coup lisser, on va dire, sur bah, ton cash flow potentiel, tu vois. Donc on va dire, euh, espérons que ça n'arrive pas au premier bien d'une personne, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut te démotiver, te déprimer sur la Ah, suite, quoi. pour ça, déjà, je dirais, faites attention, achetez pas forcément à côté des points d'eau, quoi. Quand vous avez des canaux qui passent, plus vous allez être proche du canal, bah, plus vous avez de chances que ça arrive un jour. Parce que même moi, là, c'était pas indiqué hein, sur euh, tu sais, là, le RNMT, du coup, tu vas avoir dans les diags, tu vois, c'est ce genre de points-là. Bah, c'était pas indiqué, hein, c'est pas prévu. Et voilà, ça arrive du jour au lendemain et tu t'adaptes. Et il y a rien à faire dans ces moments-là, faut juste trouver une solution, avancer et tu fais de ton mieux et voilà. Et bon, c'est tout. Bon, l'important, c'est que ce soit passé. Des aléas hein, et tout ne peut pas parfaitement bien se passer. Comme je vous disais, j'ai pas eu de galère en 3 ans et demi vraiment. Il faut bien qu'il se passe un truc de temps en temps, c'est naturel. Donc voilà, Ça fait partie, on va dire, ça fait partie aussi du jeu, quoi. Enfin, ça fait partie de. tout à fait. Tout ne peut pas se passer bien, c'est normal. On s'ennuierait sinon. Du coup, si on parle maintenant un peu de comment t'es organisé, on va dire plutôt de manière, voilà, je pense, de manière juridique sur les sociétés. Est-ce que tu es, ou fiscalité même, est-ce que tu es en SCI sur l'intégralité? Est-ce que tu as un certain bien en nom propre ou tout en SCI déjà? Alors, j'ai 2 appartements, mes 2 appartements en Île-de-France qui sont en nom propre D'accord. et tout le reste est en SCI. Et en termes d'exploitation, t'es en meublé, non meublé, nu, Que du meublé. que du meublé. Que Ok, du donc j'imagine LMNP pour le nom propre. Oui, tout à fait. Et comme j'ai une clientèle qui est principalement étudiante, jeunes actifs, stages, ce genre-là, oui, bien sûr, je fais du meublé. Ok. Et est-ce que tu as une seule SCI ou t'en as ouvert plusieurs? J'ai 3 SCI à l'IS, une à l'IR, mais c'est une SCI de famille qui compte pas particulièrement, il n'y a pas rien dedans. Donc oui, j'ai 3 SCI à l'IS et une holding qui a été constituée le mois dernier d'ailleurs. D'accord. Et j'imagine ta holding qui chapeaute tes SCI. Ouais, tout à fait. Ok. Et petite question peut-être bête, hein, mais pour ceux qui veulent faire une SCI, peut-être qui comprennent pourquoi tu as plusieurs SCI. Est-ce que tu as plusieurs SCI parce que c'est des projets qui ont été faits à plusieurs associés ou c'était pour
aussi optimisé fiscalement par rapport aux 15% sur les premiers 38 000 euros? Les Ou les deux. deux? Deux SCI qui ont été montés au démarrage avec mon papa. Pourquoi deux? Bah pour la raison que tu as évoquée, hein, c'était aussi fiscal. Bien que maintenant les 15% ne sont plus là, mais c'était pour une raison fiscale. Alors bien entendu, c'est pas la seule et unique, enfin la seule et unique raison. C'est la première raison, mais si un jour vous êtes contrôlé, vous ne pouvez certainement pas dire ça, c'est absolument interdit. Donc il faut quand même avoir une histoire à raconter derrière. Moi en l'occurrence, j'ai mis le côté immeuble de rapport dans une SCI et le côté coloc dans une autre SCI, tout simplement. Comme ça me permet de distinguer tout ça. Et j'ai une autre SCI du coup qui a été montée à la base avec un de mes amis d'enfance. On a eu une opportunité. Et pourquoi pas, voilà, donc je l'ai faite. Et en réalité, bah là, vous voyez, on est mi-janvier 2023. Et donc, en décembre 2022, du coup, toutes les sessions ont été faites, etc. Et je suis seule et unique actionnaire de toutes mes sociétés. Ok. Donc, toutes les sessions de parts sont faites. Ok. Et la raison, tu disais que au fisc, on n'a pas le droit de dire que c'est de l'optimisation fiscale faire ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un volontairement en fait ouvre 3 SCI pour la seule raison d'optimisation fiscale, ça c'est répréhensible, si Ah je bah oui, comprends bien. carrément, c'est interdit. C'est l'histoire avant tout, il faut faire attention à ça. Si votre but premier, c'est de payer moins d'impôts, ben, c'est de la fraude. C'est interdit. Ouais. Tout simplement. Pas autorisé. Donc le but premier, il doit être absolument ailleurs. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose aussi hein, régulièrement. Est-ce qu'on fait un bien, une société? Alors, moi, dans mon ancien boulot, oui, je le faisais parce que on était sur des énormes montants et quand on revendait la société directement avec l'actif, puisque je dirais que Monsieur et Madame Mangin qui vont créer une dette, monter, structurer une dette, donc lever un prêt, etc. Ils vont le faire comme ils le peuvent. Moi, dans mon ancien boulot, quand on structurait une dette, la plupart du temps, on faisait en sorte qu'elle soit bien structurée, bien montée, etc. Donc là, la personne pouvait racheter la société avec le paquet, full package, je dirais. Euh, donc voilà pourquoi déjà on fait un bien, un investissement. C'est que certaines personnes vont revendre la boîte directement. Et le truc, c'est que si dans cette même société, vous avez deux biens IMO, mais que vous voulez en revendre un, bah, il y a un problème. Donc voilà, ça c'est le sujet premier. Ensuite, je dirais qu'il faut faire attention, c'est qu'une société, ça coûte de l'argent. Il y a quand même des frais hein, en termes d'honoraires de comptable. Donc, on est quand même sur un bon 1 000 € hors taxe la plupart du temps, dans ce qui se fait classiquement. Donc, si eh bien, vous dupliquez les investissements, que vous n'avez pas forcément un cash flow de malade, mais que vous voulez juste gratter un peu à chaque fois l'imposition, bah, vous risquez que l'un soit absorbé par l'autre. Je ne sais pas si tu me Hmm. comprends. Ouais, j'ai compris. Quand même poser un petit peu ses calculs. Il ne faut pas que ça soit le seul et unique but. Donc voilà, je suis à l'IS dans mes sociétés. J'en ai trois. Deux où c'était un peu plus effectivement fiscal avec mon père à l'époque, une avec un ami, tout le monde est sorti et donc je suis seul actionnaire dans tout ça et j'ai donc la holding qui est au-dessus en même temps. Donc là j'ai mon groupe tout entier qui est constitué et je n'ai plus de... Je suis tranquille. Ouais. Ok. Bah, merci pour parler de comment tu t'es structuré. Et ok, bon maintenant j'aimerais qu'on parle chiffres, que tu nous partages un petit peu tes chiffres, les montants, les cash flows, tout ça. Mais avant ça, j'ai une autre question. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu vis, parce qu'on a parlé au début, c'est bon le mois rentier, machin, tout ça, mais est-ce que tu vis réellement aujourd'hui de tes loyers ou est-ce qu'ils restent encapsulés dans tes SCI? Est-ce que tu sors de l'argent pour en vivre ou est-ce que c'est une activité complémentaire qui te permet de vivre aujourd'hui ou pas? Alors, je vais faire dans l'ordre. Déjà côté chiffres, oui, tous mes biens sont très rentables, il n'y a pas de souci là-dessus. Par exemple, donc mon premier immeuble, je suis à 3000, 3002, 3002, 3003 de loyer par mois et je paye 1 350 € de prêt
par mois. OK? Et en plus, là, j'ai fait, regardez un petit autre tips, regardez vos contrats de prêt. Vous avez possibilité de faire des modulations de prêts. Donc soit pendant 1 an de basculer en enfin, ça dépend aussi des banques, hein, tous les contrats sont pas pareils. La plupart, hein, quand même. Enfin, moi, je sais que j'en parle souvent aussi parce que je sais que Moi, c'est pratique. Crédit Agricole et Caisse d'épargne, il y a pas les mêmes modulations. Crédit Agricole, il y a 30 000 possibilités ou Caisse d'épargne, c'est assez plus simple. Donc soit vous pouvez faire un report de mensualité, en gros un différé, hein, pendant 1 an, ça c'est possible. Vous pouvez baisser vos mensualités et donc augmenter la durée du prêt sans dépasser la durée initialement accordée. Vous pouvez augmenter vos mensualités et donc raccourcir la durée du prêt. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai demandé un différé d'1 an complémentaire. Et donc là, je paye quelque chose comme 200, peut-être entre 2 et 400 euros par mois de crédit pendant 1 an. Donc ça me permet de reconstituer encore de la trésorerie, ce qui est bien pratique, je dirais. Ensuite, par exemple, les petites colocations dont je vous parlais. Alors, je reviens juste sur le premier. Tu m'as donné donc le loyer et les crédits, mais est-ce que tu peux me dire le cash flow net? Parce que j'imagine que tu as toutes les charges liées. Est-ce que tu sais combien est... Alors bon, t'es pas obligé. Faut que je sorte mes tableaux, je t'avoue. Non, non, bah là, les sortent pas. Alors, t'as pas une idée à peu près, grossièrement, ce que tu sors en net-net? En tout, je sais qu'en net-net, sur tout mon patrimoine cumulé, je suis à peu près à 8 000 euros par mois. Ok. Bon, Ouais. déjà, ça, voilà, c'est au Ça va final la question finale que je t'aurais posée. Donc voilà, tu as répondu au chiffre le plus important. complet. Je suis à peu près, et quand même en brut, hein, c'est important quand même de pouvoir faire les comparaisons, à 18 000 euros de loyer, quand même. 17, entre 17 et 18 000 sont les Donc frais. 17 ou 18 000 euros brut de loyer mensuel, Ouais. Et ensuite, quand tu retires toutes les absolument, charges et les crédits, ouais, tu en, arrives à à 8 000. 8 000. Ouais. Oh, t'as un beau taux brut net quand même, hein. Enfin, c'est. Ah bah, il Enfin, faut bien le prendre en compte, hein. parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez, enfin, qui est trop peu considéré, je trouve, parce que souvent on parle de rendement brut et moi je trouve, alors le rendement brut c'est bien pour avoir je pense, une indication, pour faire un premier filtre, tu vois, mais au final le rendement net c'est quand même ça qui nous importe, quoi. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ce qui reste à la fin de la fin, quoi. Et en plus, là, faut vous dire que moi, je prône le business plan et c'est quelque chose qui est très fort dans mon cœur et que je dis à tout le monde, tu ne te projettes jamais sur une acquisition sans avoir fait de business plan. Maintenant, dites-vous aussi qu'un business plan est rarement respecté au millimètre près. C'est très rare parce que la vie est faite d'une multitude d'événements, d'opportunités et de galères. Et parfois, vous avez par exemple mes fameux plus de 10 000 euros que j'ai dû lâcher pour ma cave. Parfois, un locataire part et vous mettez un peu en Airbnb et en fait, vous allez faire un peu plus de cash. Ça dépend. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, ça reste toujours un peu indicatif, mais en tout cas, moi, on est sur ces ordres de loyer là. Ok. Et justement, tu me fais penser à un truc, une question que je t'ai pas posée, c'est tu es essentiellement exposé à la colocation, j'imagine? C'est colocation et logement étudiant principalement, c'est ça? Ouais, Ou tu fais j'ai aussi un peu d'Airbnb? Est-ce que tu fais de la location longue durée aussi classique? fait du meublé à l'année sur 12 biens, 12. Et le reste, c'est en colocation. Tout à fait. Donc, quand même beaucoup de chambres de coloc. Ouais, Ouais. c'est ça. Très bien. Du Donc, c'est coup, rentable, mais c'est plus chiant. Et il bah, faut ce que là. j'allais dire, ouais, moi je mets souvent ça en relation, tu vois, c'est que la rentabilité, soit elle est liée au risque, ou alors elle est liée à l'énergie, le temps, le stress. Enfin, après, tu appelles ça comme tu veux. Mais c'est moi ce que j'appelle la rentabilité entrepreneuriale, tu vois. C'est que le temps que tu vas passer à faire des travaux, machin, et aussi après à gérer le bien, bah, c'est ça qui paye ta renta, en fait. Ah C'est- c'est ça. Mais et puis, par exemple, dites-vous que moi, là, on est en période janvier. Demain, j'ai un locataire qui part. En coloc, je vais mettre un peu plus de temps qu'à relouer si c'est en logement individuel, en studio par exemple. Je dirais que il y a quand même donc il y a beaucoup de mentalités qui évoluent où les gens aiment être en coloc parce qu'ils vont baisser leur coût et pour nous c'est génial parce que par rapport à une surface on va faire un cash beaucoup plus exponentiel. Maintenant il y a aussi eu des petites traces aussi qui sont restées avec le Covid, etc. Et donc les gens aiment bien aussi parfois être tout seuls. Quand ils sont tout seuls, le bazar
ils gèrent leur propre bazar. Quand ils sont en coloc, bah, ils faut supporter les autres. Donc, faut toujours, c'est un peu que, il y a des critères, quoi. Tu montes un peu, et ci et ça, donc il y a un peu plus de galère. Il est vrai que comme j'ai beaucoup délégué, je suis pas non plus impactée énormément. Mais voilà. Et quand j'ai une chambre de coloc, par exemple, qui se libère, ou en ce moment, j'en ai une là récemment qui s'est libérée. Si je n'ai pas reloué tout de suite, moi je mets en Airbnb. En fait, je fais de la location à la chambre. Alors je mets une durée minimum, hein, je fais au moins 19 jours pour pas impacter. Me demande pas 19, je me suis mis 19 en fait. Ok. Mais c'est pour pas impacter les colocataires sur place. Et, Ouais, ça trop l'usine, quoi. ouais, j'ai pas envie que la personne elle reste 2 jours, il y a un truc qui disparaisse malencontreusement et qu'on me dise oui, c'est le nouveau qui est passé, etc., etc. Donc là, je me dis que 19 jours, ça fait quand même pas mal de temps. Ils ont le temps de s'appréhender, de se connaître, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et voilà, quoi. Ok. Alors, je vais arriver à ma question finale qui est, en gros, si tu te sors pas de l'argent. Mais avant ça, j'ai une autre question qui m'est venue, mais je reviens sur l'emplacement. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit donc tu avais tout ça au même endroit. Oui, t'en as deux aussi en région parisienne. Mais je comprends très bien l'avantage d'avoir tout au même endroit, c'est le réseau, la facilité de gestion. Mais est-ce que, bon, je pense que tu le sais très bien, le risque de concentration, Bien est-ce- sûr, tous les œufs dans le est-ce- même panier. c'est ça. Comment tu le gères émotionnellement? Enfin, est-ce Alors, que tu y penses, ça fait peur, ou est-ce que tu es ok avec ça? aussi de la ville, quand tu as des villes de, je sais pas, 50 000 habitants et t'as tout est bien au même endroit, effectivement, il y a un sujet. Et ça me ferait un peu flipper. Là, je suis sur une ville de plus de 130 000 habitants, où en réalité, je suis dans divers secteurs de la ville, où je touche à divers facs, divers points, voilà, de la gare, pas la gare, ou un peu, Ouais, voilà. et tu touches aussi peut-être divers profils. Tout T'as à fait, t'as divers pas qu'un profils. seul profil à gérer. Enfin, t'as pas uniquement étudiant de médecine, quoi. C'est pas que ça, quoi. Donc, si la fac de médecine demain elle ferme, t'es pas en galère, quoi. Tout à fait, on est OK là-dessus. Donc, comme je suis étalée sur la ville, qu'il y a plein de facs, qu'il y a plein d'entreprises qui font des stages, des trucs, etc., à droite, à gauche, eh bien, j'ai pas de, je suis moins en stress là-dessus. Je dirais que ça ne va pas diminuer en totalité mon niveau de risque, mais en tout cas, pour moi, j'ai un risque qui reste moins élevé en ayant tous mes biens dans une ville d'une bonne taille, mais qui soit éparpillée, que en ayant 3 biens dans une ville de 5 000 habitants, tu vois, avec plein de lots. Donc, mais après, c'est encore une fois, c'est là où aussi on n'a pas tous le même business. Moi, il est vrai que comme j'ai une équipe sur place, bah, j'ai pas envie d'acheter à Pétaouchnok dans le sud de la France, à Marseille, alors que je suis à Paris. Alors bien sûr, ça se délègue. Mais du coup, je multiplie Ouais, les tu multiplies les relations, multiplies les machins, et ça te prend aussi quartiers plus et de puis bah, temps. c'est humain. Si c'était juste multiplié par rapport à mon logiciel comptable, je m'en fiche. C'est un robot. Là, tu multiplies l'humain, du coup, les gens ont d'autres problèmes, et ça, et l'autre qui divorce, et l'autre si. Donc, si je peux concentrer, ça me va. Pour mes biens en Île-de-France, côté emplacement, euh, je privilégie pas mal aussi le Grand Paris. Clairement, hein, je vous incite aussi, ceux qui nous écoutent, à regarder ça si vous achetez en Île-de-France. Vous avez encore des villes où vous allez avoir des prix au mètre carré relativement faibles. Enfin, pour l'Île-de-France, en tout cas, hein, bien sûr, on va pas comparer avec la province. Et où il y a des belles perfs d'évolution par rapport aux lignes de métro qui vont passer, quoi. Alors, pour le coup, si je peux me permettre, ça, j'imagine, c'est plus du patrimonial que du rendement, quoi. Enfin, Ça dépend de la strate. Par exemple, moi, j'ai acheté un appart dans le 94 et cet appartement-là, donc j'ai eu 3 ans de différé total. Ok. Donc 3 ans de différé pendant lequel c'est une coloc de 3. Donc j'ai du cash qui rentre tous les mois. Et en fait, j'ai le métro qui arrive 2024-2025. Ouais, plus mhm. contre 2025, il y aura Ouais, si c'est la 15 Sud, ce sera 2026, hein. pas de stress là-dessus. Euh, et donc, bah, ça me permet, moi, de prendre du cash pendant cette période-là. Et en fait, à Mhm. la fin, bah, je revends, tu Ah vois. ouais, ok. Donc, même si la renta, par exemple, là-dessus, je prends ma calculette, en même temps, j'ai 1 830 € de loyer par mois.
OK, je paye, 400 €, c'est un différé partiel, c'est pas un différé total. Je paye 460 € je crois de crédit. OK? Alors oui, j'ai un peu de charges de copro, je paye 240 € par mois, d'accord? Mais j'ai quand même un super cash flow si vous retirez 1 830 moins, j'ai dit 460 de crédit, moins 240, OK. Ça fait, je suis à 1 130 de cash par mois. Et après, on retire un peu pour la taxe foncière, et il peut y avoir un peu d'entretien et des petites boulettes, enfin voilà, les frais comptables. Donc j'ai quand même un super cash flow. Donc en réalité, pendant Mmh. 3 ans, je prends quand même Ouais, tu t'engranges et puis tu revends parce que tu sais que t'auras pas capitalisé sur le crédit. Par contre, tu sais, t'es quasi certaine, enfin, tu mises sur une plus-value qui est quasi certaine, quoi. Donc, ce qui fait que tu engranges le cash flow et à la fin, tu fais ta plus-value. ça. Et en plus, comme j'ai acheté quand même, on était à 3008 du mètre hein, quand j'ai acheté. Et j'ai acheté là, hein, dites-vous bien, en mars. Hein. J'ai signé fin mars 2022. Donc, je fais déjà de la plus-value maintenant parce que pareil, je le répète, mais une bonne affaire se fait à l'acquisition et pas sur une hypothèse de marché, etc., etc. Donc déjà, à l'acquisition, c'était une bonne affaire. J'ai fait des travaux, je peux le revendre déjà plus cher que ce que je ne l'ai acheté. Maintenant, avec le métro, ok. Et au pire, allez, les travaux, ils se prolongent un peu. D'accord. Eh bien, comme j'aurais déjà payé plus de 2 mois de crédit, je fais une modulation de prêt et je demande à baisser soit ma mensualité, soit prendre 1 an de différé complémentaire, tu vois. Et puis, et au pire du pire, t'as l'autofinancement et c'est pas non, ça va pas non plus te mettre dans la merde, quoi. Grave, tout à fait. Voilà. Donc je suis pas, même si c'est de l'Île-de-France, j'ai pas de sujet. Et également, tu vois, j'ai un autre bien dans le 92 où là, je reprends ma calculette. Je suis à 1 710 € de loyer par mois. Ok. Alors là, j'avais un différé que de 3 mois dessus. J'avais des petits travaux, ils étaient un peu casse-pieds à la banque. Donc j'ai un crédit de 976 €. Ok. Et j'ai 138 € de copro. D'accord. Et je crois que je retirais, j'avais une petite taxe foncière. De mémoire, je retirerais 85 € par mois. Bon. J'arrive à 511 € par mois De cash flow. de cash flow. Ça va. Ouais, donc, ça va. Bon. Et même si j'ai acheté dans le 92, j'ai payé le bien, le prix c'était 235 000 pour 65 mètres carrés. Ça, c'est pas énorme. Hein. Ah oui, j'avoue. Une belle affaire, ouais. Des choses qui se font. Donc voilà. Et dites-vous, ça c'était pas du off-market. Hein. Les deux biens en Ile-de-France, moi je les ai trouvés sur Castorus. Hein. Je me suis connectée, hop, j'ai vu le truc, je suis allée visiter 4 jours après, ou dans la foulée, enfin plus tôt en tout cas. J'ai fait une offre, c'est passé et zou, c'est parti. C'est parti. En avant un gagnant. C'est ça, c'est efficace. Yes. Du coup, je reviens à ma question que j'ai posée il y a en 25 minutes, mais que je n'ai posé 18 au milieu, qui était de est-ce qu'aujourd'hui, avec ce fameux cash flow mensuel, donc à peu près 8 000 € net, est-ce que c'est quelque chose qui te fait vivre ou tu vis avec une autre activité et tu laisses ça dans la société pour garder la trésorerie, puis après, je sais pas, faire d'autres choses. Alors, bon, déjà, mes biens en LMNP là, en réalité, quand tu cumules, ils me permettent de vivre décemment. Je dirais, ils me sortent, je sais pas, ça doit me sortir un SMIC quoi, juste ça. Ensuite, j'ai heu, toutes mes sociétés et il faut vous dire un truc, c'est que non, en réalité, je tire pas de salaire comme ça. Déjà, je récupère mes billes. Je vous ai dit que j'avais mis de l'apport dedans. OK? Donc, quand tu injectes de l'apport, ça passe en compte courant d'associé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que moi, Emmeline, j'ai versé de l'argent sur le compte de mes SCI et mes SCI ont versé de l'argent au notaire pour régler l'acquisition. En gros, ça se passe comme ça. Donc, moi, j'ai une créance envers la société et la société a une dette envers moi. Donc, ce qui se passe, c'est un peu comme si je l'avais prêté de l'argent à la boîte, hein, pour faire simple et efficace. Donc, la société, quand elle va créer de la trésorerie au fur et à mesure et qu'elle va générer du cash, eh bien, elle va pouvoir me rembourser cet argent. Et donc, quand vous avez des travaux, que vous faites 30 000 trucs et selon l'apport que vous avez mis, moi là, je me rembourse en fait mes apports Hmm. en courant. Et ça, en Et plus, c'est pas imposé, y a pas de CSG, y a que dalle, quoi. C'est une dette que la société a, donc en fait,
si je comprends bien, hein, c'est que tu as prêté de l'argent à la société et vu que tu fais de la trésor, enfin avec tout le cash flow que tu rentres, en gros déjà dans les premiers temps, tu te payes juste en te remboursant et donc là il y a aucune fiscalité, rien qui s'applique quoi, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'était pour le moment. Là, j'ai remboursé quand même une belle partie maintenant, mais c'est pas fini parce que j'avais injecté beaucoup d'argent quand même dedans. Donc déjà, j'ai possibilité de récupérer tout cet argent-là. Donc ça, c'est cool, ça va me permettre de faire d'autres choses. Et également, il y a quand même des façons de vivre de la SCI à l'IS que je vais pas tout détailler ici parce qu'on va en avoir pour longtemps. Ouais, Mais mais tu fais passer pas mal de choses de la vie quotidienne aussi, j'imagine, c'est des dans choses la de la vie société, ouais. quotidienne. Tu peux moi, je fais aussi, je roule un peu, donc tu fais des indemnités kilométriques. Tu peux refacturer, moi, le siège de mes sociétés, c'est chez moi. Donc, en réalité, bah, je refacture une partie de mon loyer dans mes sociétés. Donc, en réalité, quand tu cumules tout, mis bout à bout, etc., eh bien, je vis mieux que quand j'étais salarié, quoi. D'accord. Donc, Mais donc pour le moment, tu sors pas d'argent encore de ta société. Enfin, tu te verses pas une rémunération régulière d'une de tes sociétés, quoi. Tu arrives à vivre à la fois un peu sur l'IS et un peu sur ce que tu te rembourses toi-même de la SCI, quoi. C'est ça? ouais, tout à fait, tout à fait. Je fais et donc j'ai mes LMNP, j'ai mes remboursements, mais à la limite, ça, c'est pas tant pour vivre, puisque pour moi, c'est plus pour réinvestir, tu vois. Et il y a donc diverses astuces, comme je vous ai dit, pour c'est pas tant du revenu en réalité qui compte, qui rentre sur mon compte, mais c'est plutôt des dépenses qui passent ailleurs que sur mon compte. Voilà, donc du coup, je vis carrément mieux qu'avant. En fait, et je vous ai dit que je gagnais 2008-2009 avant, à peu près. Donc là, bah, je gagne beaucoup mieux ma vie que ça. Et je suis super libre, quoi. Puis ton patrimoine aussi grossit de jour en jour. Mon patrimoine, il grossit. Si Et puis j'ai tu fais un peu ce que tu veux de ta vie aussi. toute ma vie, et en réalité, faut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un facteur temps qui est incompressible. C'est que là, faut se dire quand même que moi, ça fait que 3 ans et demi. Donc mes sociétés, elles étaient en déficit. D'accord. Et c'est aussi pour ça que j'ai d'ailleurs créé la holding, puisque déficit, donc pas de commissaire aux apports, etc. Ça, c'est d'autres sujets. Donc là, mes sociétés vont passer en bénéfice. OK. Puisque bah, j'ai quand même fait pas mal de travaux. Mais comme j'ai quand même enfin, j'ai des gros revenus dedans, même si j'ai beaucoup de travaux, bah, Au bout ça d'un fait moment, tu gagnes de l'argent, c'est ouais. argent. Donc, du coup, il faut bien se dire aussi que pour se verser des dividendes, bah, il faut que les sociétés soient en bénéfice. Vous pouvez pas vous tirer des dividendes sur une société qui est en Qui est en négatif, déficit, ouais. C'est vrai. c'est impossible. Et, et il faut pas confondre un résultat positif du cash flow. Ok, c'est différent. Vous pouvez avoir un résultat négatif si vous avez beaucoup de travaux, par exemple, mais un cash flow positif. Et ça, c'est des notions que les gens ont encore un peu du mal. Mais ça se travaille. Donc là, mes sociétés ont été en négatif. Ok. Elles vont passer en positif à partir de là, pour le bilan 2022. Donc, je vais pouvoir faire remonter de l'argent dans ma holding. Et là, bah, si je dois me tirer des dividendes, je le ferai de là. C'est pas un souci où je pourrais réutiliser pour l'un, pour l'autre, etc. Mais voilà. Ok. Alors, très bonne transition. Tu parles de dividendes. On va changer de sujet, mais avec le même terme. J'aimerais savoir, parce que là, on a parlé, bon, de ton parcours immobilier et tout, et c'était clairement le sujet de l'épisode. Est-ce que tu investis ailleurs? En bourse, en crypto, tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui t'intéresse et quelles sont tes stratégies, grosso modo? J'ai investi en crypto. J'ai commencé quand je sais pas, il y a trois ans à peu près. Ouais, c'est ça. Donc je fais un peu de crypto. Je vous avoue que c'est pas ce qui moi, c'est plutôt mon associé. Donc pour ceux qui me connaissent pas, c'est vrai que quand j'ai quitté mon job, je me suis associée à Thomas. Donc c'est pas Et moi, hein. Je précise. c'est vrai, c'est Thomas. Thomas, donc dans la société Evermind Formation, et nous on fait de la formation en investissement immobilier, en marchand de biens et également en crypto-monnaie. Lui a une plus grosse appétence que moi à la crypto, il adore ça.
et donc il a tourné la formation crypto. Moi, c'est vrai que la crypto, c'est pas ce qui transperce mon cœur, parce que ça demande quand même pas mal d'implications. Et sachant que moi j'ai un profil aussi pas mal business dev, stratégie, etc. Je peux pas mettre mon énergie dans tout. Donc, soit clairement tu bosses avec quelqu'un qui te transmet des positions et qui s'occupe aussi de ton portefeuille. Et ok, c'est très bien et il y a pas de souci là-dessus. Soit si tu le fais tout seul, eh bien il faut quand même un peu de temps parce que la crypto, autant la bourse, tu vas avoir des valeurs qui sont quand même très stables aussi sur ce que là où tu te positionnes. Autant en crypto, bien qu'il y ait les stablecoins, ça bouge quand même et il se passe des choses et c'est un peu moins palpable, je dirais. Donc, j'investis en crypto. J'ai d'ailleurs pu rentrer dans une private sales en là, en novembre 2021, exactement. J'essaie de sortir un peu les dates quand même. Et en fait, j'avais mis quoi? J'avais mis à l'époque, je sais pas, peut-être 8 000 € en crypto. Je mets un peu plus en bourse qu'en crypto. Et donc, la private sales, écoutez, j'ai mis le ticket d'entrée, j'avais mis 15 000 € dessus parce que je pouvais pas mettre moins. Enfin, j'avais pas le droit de mettre moins. Donc, j'ai mis ça. C'est sur une crypto à impact carbone négatif. C'était une ICO? Ouais, enfin, non, même Ok. pas. C'était avant. Tout Avant bien. l'ICO, ok. Ouais. J'ai eu une opportunité. Voilà, contact direct. Donc, top. Et j'ai mis 15 000 et là, je suis à 54 000. Ah, Donc, c'est ouais, plutôt ça cool. va. Ouais. Ouais, j'avoue. C'est Euh, plutôt le bon cheval, quoi. Voilà, c'est pas évident parce que Et elle est sur le marché là ou pas encore? pas encore, Ok. pas encore. Enfin, mais j'espère pouvoir sortir avant. Donc voilà, la crypto, en réalité c'est un peu comme tout le monde, hein. T'aimes bien quand ça fonctionne et là comme ça fonctionnait pas terrible dernièrement, Qui intéresse moi. mais tu dis mais pas trop parce que c'est moins intéressant. Et pourtant c'est pas la bonne stratégie. C'est justement quand les gens ne s'y intéressent pas qu'il faut y aller. Donc j'aime bien parce que c'est intéressant de voir les projets, les valeurs, les évolutions. Maintenant, c'est pas là où je mets plus mon temps, car malheureusement, je suis qu'une humaine et que j'ai que deux mains et qu'un cerveau. Et je C'est peux pas. ça. Et en bourse, du coup, est-ce que tu t'investis aussi en bourse? Ouais, j'investis en bourse et en PEA et en compte titre. Donc beaucoup plus, je dirais aussi sur des actions américaines. Euh, Pas mal sur la stratégie d'action à dividende. Effectivement. Voilà, je mets des virements récurrents tous les mois en automatique, du coup, et sur mon compte titre et sur mon PEA. Ok. T'es que action dividende sur le PEA et sur le compte titre ou t'as des ETF aussi ou pas? Un peu d'ETF, mais j'ai beaucoup d'actions à dividende quand même. Ok. Et donc plutôt sur le compte titre, j'imagine, des actions dividendes? Ouais, bien sûr. PEA, il y en a pas non plus des millions, hein. C'est ça, Donc, on est assez limité sur le PEA, effectivement. c'est ça. Attends, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, hein. Du coup, moi, j'utilise Morning. Ouais, Je sais pas si tu connais, voilà. ouais, je connais Morning, très bien. je trouve ça plutôt pratique pour suivre tout ça C'est très bien fait, ouais. ouais, en un clin d'œil. Oui, j'ai les deux. Après, sur les actions américaines, bon, il y a dividendes et dividendes, hein. Une société qui est à 3% de dividendes, bon, c'est pas ce qui fait vivre quelqu'un, quoi. Ouais, mais Mais, après, attention, il faut pas se fier qu'au rendement aussi, hein. Je pense que bon, tu dois le d'accord. savoir, mais la croissance du dividende a aussi son importance. Bien sûr. Pour ça, je fais mes petites analyses à chaque fois, je regarde. Je regarde aussi depuis quand elle le verse. Je vais pas sur Mhm, n'importe bien quelle sûr. valeur. Je regarde les derniers résultats, etc. L'évolution sur une année aussi et sur la durée, enfin une durée un peu plus longue, sur 10 ans. Donc voilà, je dirais que je regarde pas mal de choses. Je revends assez peu en réalité. C'est aussi ce que j'aime dans la bourse, c'est que je suis pas, hem l'IMO, c'est un peu plus compliqué et chronophage que la bourse, hein, clairement. Ah, c'est clair, Heu, hein. Et même que la crypto, hein. Aussi, oui, tout à fait. Hem, donc voilà, moi, la bourse, j'aime bien parce que ça me prend pas de temps. C'est génial, mon portefeuille, il grossit. Voilà, j'ai des valeurs, sympathiques et voilà, ça se passe bien, quoi. Et assurance vie aussi ou non? Tu restes que sur PEA et compte titre?
Ouais, alors j'ai eu une assurance vie, mais c'était ça fait quelque temps que je l'avais ouvert et je dois pas avoir, des milliers des cents là-dessus. J'ai même un peu de SCPI pour te dire. Parce que c'était ma question un petit peu subsidiaire. C'était la SCPI, ça t'intéresse pas vu que tu es. Ouais, du coup, c'est de l'immobilier, mais où tu fais rien, quoi. Est-ce que c'est alors forcément le rendement est forcément moindre, mais est-ce que tu as creusé le sujet? Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je suis un pur produit OPPCI, hein, puisque c'était mon job avant. Mhm. Euh, et donc, SCPI, bah, je sais comment fonctionne tout ce monde, en fait. Bah, Donc, c'est ça. Toi, si- vu que tu faisais de l'immobilier commercial, donc j'imagine que tu sais ce que ça, c'est, quoi. je sais ce que c'est, je sais comment c'est fait, je sais ce qu'il faut regarder. Et c'est vrai que les gens ont tendance à pas forcément regarder les frais, bah, L'entrée, frais de d'entrée, gestion. de sortie, de gestion, de par-ci, par-là. Euh, Moi, avant, je les voyais puisque je créais les prospectus, donc Ouais, c'est toi qui les écrivais. je l'ai vu, hein, je voyais c'est bien ce qu'il y avait dedans, ce qu'on pouvait mettre, pas mettre. Les coms de surperf, hein, quand il y a une surperformance du fonds d'invest et qu'au lieu de vous la verser, eh bien en réalité, ils se la versent à eux. Donc, et puis c'est comme tout aussi. La SCPI, tu donnes quand même tout ton argent à quelqu'un qui doit bien le gérer. Sauf que c'est pas un robot en face. Donc c'est quelqu'un qui a aussi des émotions, qui peut faire des bons choix, des mauvais choix. Ils ont quand même pris un gros coup de massue avec le Covid, hein, donc il y en a qui s'en sont très bien sortis, mais c'est pas évident. Donc moi, j'avoue que j'aime pas donner toutes mes billes à une personne qui va gérer. Ça me plaît pas du tout. Quand vous voyez les frais, bah, vous êtes obligé de rester quand même, vous êtes loqué pendant bien longtemps. Vous pouvez pas sortir comme ça. Euh, donc, je pense que si vous avez beaucoup d'argent à placer, il peut y avoir une poche, hein, dans votre allocation qui soit destinée uniquement à ça. Maintenant, tout miser là-dessus, pas, pour moi, le côté renta. Alors oui, il y en a quelques-uns qui font de belles rentas. Bon, faut creuser aussi sur les produits qu'ils achètent, hein. Quand vous achetez enfin, une SCPI, elle achète un fonds d'invest. Ils vont acheter un portefeuille. Il y a toujours aussi des brebis galeuses, hein, dans les fonds les portefeuilles qu'ils achètent. Bref, ouais, voilà. Mais bon, c'est un autre. Et justement, vu qu'on parlait de frais d'entrée, tu dois savoir, hein, je pense qu'il existe aujourd'hui des CPI sans frais d'entrée. Est-ce que tu as creusé le sujet? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ça m'intéresse pas particulièrement. Mais en fait, le truc qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que on peut pas aller partout, tu vois. Et au le sujet m'intéresse parce que je vais me poser dans mon canapé, je vais lire un article, comment ça fonctionne, je vais éplucher un peu le bazar. Maintenant, de là à investir, je peux pas déjà arroser. Moi, enfin, je suis pas au poker où j'arrose le tapis et advienne que pourra. Donc, il faut, je dis toujours aux gens, il faut choisir ses batailles. Et je peux pas toutes les mener en même temps. Alors des SCPI sans frais, honnêtement, j'ai même pas regardé. Je pense que si elles prennent pas de frais à l'entrée, elles doivent en prendre ailleurs, hein. De toute façon, Sur les frais de gestion, ouais. Mais elles le disent, hein, elles le disent clairement. Il y en a plein qui sont passés sur le podcast, hein, qui font de la SCPI sans frais d'entrée, et en gros, ils se rattrapent sur les frais de gestion. Mais vu qu'ils servent un rendement net de frais de gestion, bah, en fait, ils arrivent à servir un meilleur rendement en fait, que les SCPI avec frais d'entrée. d'accord. Bon, Bon, je te dis ça, là je fais un peu, alors je me fais leur avocat, tu vois, mais je te laisserai creuser le sujet. Mais, c'est pas du mais et enfin, moi, je suis pas du tout fermée, hein. Je trouve que c'est très bien comme produit. Chacun vit aussi et c'est chacun son job, quoi. Moi, je sais que, comme je dis, je ne veux pas mettre mon argent, forcément, toute ma poche, en tout cas, dans les mains de quelqu'un. Pourtant, j'ai de la SCPI, donc j'en fais un petit peu et j'ai aussi des belles rentas. Et c'est des fonds les plus connus où il y a des rentas, hein, donc voilà. Maintenant, je connais l'envers du décor, je sais comment ça se passe. Et c'est pas forcément un produit qui est fait pour moi. hmm. Faut Ah, bien mais je pense que c'est ça le sujet aussi, c'est que toi, enfin, je te connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que t'es une personne qui, voilà, t'es une businesswoman dans l'âme, tu vois, t'aimes bien entreprendre, t'aimes bien gérer les choses, et voilà, t'as beaucoup d'énergie, t'aimes bien faire ça, et c'est pour ça que je pense que l'immobilier te sied à ravir. Mais je me dis peut-être une personne qui n'a pas l'énergie, le temps ou l'envie même de faire de l'immobilier physique, je me dis que ça peut clairement convenir, tu vois, à ce type de profil, quoi. il faut de tout pour faire un monde, on n'a pas tous les mêmes profils, donc pour moi, en réalité, tant que le produit il est éthique, tout Oui, le monde a sa place. C'est juste ça. complètement d'accord. Bon, je pense que ça fait un très beau mot de fin, Evelyne. En plus, on arrive à l'heure, Merci. parfait. Dommage. Bah franchement, merci beaucoup. Première fois que je fais une interview aussi longue, et je me suis régalé. Je propose qu'avant de nous quitter, tu nous dis un petit peu quand même où on peut te suivre, où c'est que tu peux former les Oui, gens. bien sûr.
Fais ton petit spot promo. Code promo. Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc Instagram, RealImo, REAL-du-bas, IMO. Je suis aussi un peu sur LinkedIn, mais moins présente. Ou le site Evermind Formation, tout simplement. Donc, evermind.group. Bon, mais écoute, Emeline, merci beaucoup. Je vais te libérer. Et puis, je te dis à très bientôt. Bah, à bientôt et merci à tous. Merci, salut. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.